Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Boris Vallaud, député socialiste, porte-parole du Parti socialiste. Il est aussi secrétaire national à l'Europe au sein du PS, le Parti socialiste qui cherche à se faire entendre. Bonsoir Boris Vallaud. Bonsoir. Vous avez annoncé avec vos collègues socialistes le dépôt d'une proposition de loi de référendum sur le rétablissement de l'ISF. C'est l'une d'ailleurs des revendications des Gilets jaunes. À cette heure-ci, est-ce que vous avez réuni les conditions nécessaires, à savoir déjà 185 parlementaires? Écoutez, à cette heure, nous avons annoncé le principe de ce référendum d'initiative partagée, puisqu'il faut en effet 185 parlementaires et puis 10% du corps électoral, c'est-à-dire 4,6 millions électeurs qui viendraient en soutien une fois que nous aurons réuni ces signatures. Donc nous commençons à recoller ces signatures. Il y a 104 parlementaires socialistes, donc ceux-là, leur signature, leur soutien est acquis. Il y a maintenant aux autres groupes, aux autres parlementaires... Vous appelez les autres groupes? Vous appelez à l'union de la gauche sur ce sujet? En tout cas, on appelle à la responsabilité des uns et des autres, parce que nous n'avons pas été seuls dans l'hémicycle, hier soir encore, à combattre le principe de la suppression de l'ISF. Parce que, depuis des mois, nous combattons cette mesure qui nous paraît injuste et qui a valu au président de la République un qualificatif fort justement trouvé, qui était celui de président des riches. Mais vous en faites en réalité une question de symbole par rapport à ce que représente l'ISF. Ce n'est pas dans un souci d'efficacité économique que vous souhaitez son rétablissement? Mais d'abord, c'est un souci de justice. Et quant à la question de l'efficacité économique, lorsqu'il y avait déjà l'ISF, la France était parmi les premières destinations pour les investissements directs étrangers. Donc l'argument de l'inefficacité économique, il ne nous paraît pas avéré. Il y a d'ailleurs d'autres États où sous d'autres formes on taxe le capital. Ce qui est vrai, c'est que, c'est ce que dit Thomas Piketty, ces dernières décennies ont montré qu'on taxait moins le capital que le travail. Ça rapporterait combien le rétablissement de l'ISF? Écoutez, c'est à peu près 3,5 milliards par an. Ben, ça n'est pas rien. Pardonnez-moi, est-ce qu'on ne peut pas chercher l'argent ailleurs? Il y a de la marge, surtout au niveau de la réduction des dépenses, de la limitation du train de vie de l'État, de l'administration. Ce sont des exemples, des pistes. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'on peut durablement vivre au-dessus de ces moyens. Mais je crois aussi à la redistribution, à la progressivité de l'impôt, à ce que chacun contribue au financement national à proportion de ses moyens. Eh bien, il se trouve qu'il y a un certain nombre de très grandes fortunes en France qui devraient payer cet impôt de solidarité sur la fortune. Ce qui n'empêche pas de faire des efforts aussi sur les dépenses de l'administration, de l'État, etc. 3,5 milliards, ce sont des services publics, ce sont des postes d'enseignants. Est-ce que vous pensez que nous avons trop d'infirmières ou de personnel soignant dans les maisons de retraite ou à l'hôpital? Est-ce que vous avez le sentiment que les écoles rurales sont toujours suffisamment bien traitées? Est-ce que les policiers n'ont pas besoin de renforts? Certes, bien sûr qu'on a besoin, mais les plus aisés, on en a besoin dans n'importe quelle société. L'objectif, c'est pas de les faire partir non plus. L'objectif est qu'ils participent à la solidarité nationale, parce que sinon, le consentement à l'impôt est atteint pour tous. Mais on évoque l'ISF. Mais je rebondis sur un propos qui est celui du président de la République, qui a dit qu'il faut que les entreprises qui font des bénéfices en France payent leurs impôts en France. Il se trouve que c'est une proposition que nous avons déposée dans le cadre de la loi de finances et qui a été balayée en 5 minutes par le gouvernement. C'était une réforme qui correspondait à ce qu'a dit le président de la République et qui permettait de rapporter 5 milliards. Donc vous êtes cohérent, maintenant vous soutenez cette proposition qui est la vôtre au départ. On demande plutôt de soutenir la nôtre, voilà, qui est une proposition travaillée notamment avec Gabriel Zucman. Est-ce que vous êtes favorable au référendum d'initiative citoyenne? Et si oui, pourrait-il porter aussi sur des questions sensibles, mais concernant par exemple la politique migratoire? Est-ce que les citoyens pourront, si ce référendum est acté, justement décider de la politique migratoire et peut-être aussi du quota des migrants dans notre pays? Ce à quoi on tient, et c'est la position qui a été la nôtre et qui est une position constante, que nous avons déjà présentée dans le cadre de la réforme institutionnelle, la réforme constitutionnelle proposée par le gouvernement. C'est que dans l'équilibre institutionnel, le citoyen trouve une place qu'il n'a pas aujourd'hui dans l'initiative des lois. C'est pour ça qu'on a proposé de baisser les seuils de ce référendum d'initiative partagée que nous évoquons aujourd'hui, que nous avons proposé la possibilité d'un amendement citoyen, que nous avons proposé de partager l'initiative des lois avec les citoyens. Ensuite, plus largement, moi je crois que les référendums d'initiative citoyenne, ils doivent respecter le principe de l'état de droit. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. On vous sent un peu plus là. Je pense que quand vous prenez beaucoup de précautions pour me répondre. Je dis juste que dans un état de droit, eh bien, la proposition de loi qui est soumise au référendum est soumise
aujourd'hui c'est le cas quand elle est d'initiative parlementaire, au contrôle du Conseil constitutionnel, parce que ça doit respecter la Déclaration des droits de l'homme et il y aura peut-être ce contrôle, mais est-ce que ce référendum peut porter sur ce sujet éminemment sensible ? Je crois que ça ne peut pas se porter sur des questions qui relèvent des libertés publiques. Aujourd'hui, on peut discuter de tous les débats. Je ne vais pas trancher d'un débat qui doit avoir lieu. C'est étrange, on dit redonnons la parole aux citoyens, mais attention, pas sur des sujets sensibles. Je dis pas sur des sujets sensibles. Je pense que la question de l'ISF que nous proposons de soumettre au référendum est une question importante. Les questions économiques, sociales sont des questions importantes. J'en fais pas une obsession, c'est une question. Écoutez, je crois que dans le débat qui s'ouvre sur le champ d'un référendum d'initiative citoyenne, toutes les questions doivent être posées. La question du nombre de signatures, la question du dialogue avec le Parlement. Parce que moi, je suis attaché... Et la question du champ des questions. Pardonnez-moi. Non, mais c'est important. Je voudrais juste insister là-dessus. Je pense que nous sommes dans un moment où la demande de démocratie directe procède aussi d'un sentiment d'inefficacité de la représentation parlementaire. Et que si nous esquivions cette question du renforcement des pouvoirs du Parlement, du renforcement des pouvoirs de l'opposition... Vous esquivez ma question. Est-ce que ce référendum peut aller sur tous les sujets, y compris les plus sensibles ? Eh bien, je crois qu'il y a un certain nombre de sujets. Je vous dis, les droits de l'homme, le principe d'égalité, de liberté, de fraternité, toutes les lois qui sont soumises aujourd'hui au référendum doivent être... On va être précis. Le mariage pour tous. Référendum, moi, je considère que c'est une liberté. C'est une liberté. Donc il ne faut pas faire voter sur ce sujet. C'est une liberté publique, un droit acquis, et qu'en effet, aujourd'hui, ça fait partie du socle des droits fondamentaux. Et dans un état de droit, il faut protéger les droits fondamentaux. Je veux dire, la demande des Gilets jaunes n'est pas non plus de... Et vous voyez, je ne voudrais pas qu'on caricature... Non, mais redonner la parole, mais avec des conditions. Je ne voudrais pas qu'on caricature la position des Gilets jaunes. Parce que sinon, c'est disqualifier cette demande de prise de parole des citoyens qui est légitime. Et moi, je la souhaite, et les socialistes la souhaitent. Ils ont formulé des propositions. Il y a un débat qui s'ouvre. Je pense qu'il faut que ça aille au bout. Que les Gilets jaunes se tiennent à l'écart et ne veulent pas être récupérés par les politiques, mais il y a quand même des conséquences politiques à ce mouvement. Dans les sondages, en vue des élections européennes, le parti de Marine Le Pen progresse encore. Elle pourrait être la grande gagnante de cette crise, justement ? Écoutez, je n'en sais rien. Vous savez, moi, je ne veux pas tirer une conclusion qui serait hâtive, qui dirait finalement, les Gilets jaunes, c'est de l'électorat d'extrême droite, en étant dans une forme de disqualification. Moi, ce que j'ai vu, il y a une conséquence qui peut être directe sur les sondages. Ce que j'ai vu pour y être allé à leur rencontre dans les Landes, j'ai vu des gens qui se battaient pour leur pouvoir d'achat, qui se battaient pour plus de justice, qui se disaient, on est au milieu d'une triple crise sociale, environnementale, démocratique. Mais qu'est-ce que vous leur répondez, Boris Vallaud ? Vous me faites le constat, le diagnostic. Moi, où est-ce que vous êtes dans le débat européen ? Que proposez-vous ? Quelles idées nouvelles ? Je leur dis première chose, puisqu'il y a une demande de justice fiscale qui s'est exprimée. Eh bien, aujourd'hui, les citoyens peuvent aller voir leurs parlementaires en disant soutenez cette initiative, et ensuite nous la soutiendrons parce que c'est une demande qui s'est exprimée sur les Gilets jaunes. Ensuite, vous avez raison, dans la question européenne, il y a la nécessité d'avoir une parole forte. Il y a un chemin entre les libéraux et les nationalistes, qui est une Europe qui se préoccupe de la vie quotidienne des gens, qui s'affirme comme puissance, qui défend son mode de vie, ses intérêts, qui réécrit les règles de la mondialisation. Pour conclure, il y a vos divisions mortifères avec une demi-douzaine de listes de gauche, le PS, Europe Écologie Les Verts, les communistes, bref, etc. Votre programme, pardonnez-moi, c'est la division. Mais vous avez raison de dire qu'il y a trop de listes et que dans le moment que nous vivons, la reconstitution d'une gauche de gouvernement qui puisse être une alternative, vous voyez, pour qu'on sorte de cette espèce de dilemme où on dit c'est finalement si ce n'est pas Emmanuel Macron, ce sera le chaos. On finit par avoir les deux, hein, vous le constatez comme moi. Donc en effet, il faut travailler au rassemblement de cette gauche de gouvernement parce que beaucoup de choses nous rassemblent. Et pour ce qui est du Parti Socialiste, nous avons travaillé sur un projet... Beaucoup de choses vous rassemblent, mais beaucoup ne vous écoutent pas de la même oreille. Hein, eh bien, c'est un travail qui est un travail considérable, qu'on engage avec humilité, mais avec détermination. Je pense que c'est notre devoir. Merci Boris Vallaud d'avoir été l'invité d'Europe 1.